bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité de ce jeudi, l'impact des nouvelles taxes américaines sur nos exportations. Les producteurs de poissons frais seront touchés, mais c'est toute l'économie polynésienne qui va souffrir. Le MEDEF préconise la mise en place d'une cellule de crise. MyO aura bientôt sa centrale électrique hybride. La première pierre vient d'être posée sur cette île de 353 habitants. Le projet permettra à 96 foyers de sortir de la précarité énergétique. Nouveau procès du père qui soigne son enfant épileptique au cannabis. L'avocat général dénonce la consommation non pas du fils mais du père. Il a requis 3 mois de sursis. La cour d'appel rendra sa décision le 15 mai. Pierre Frébault est le nouveau directeur de la Caisse de prévoyance sociale. L'ancien ministre des Finances du gouvernement Temaru a assisté à son premier conseil d'administration ce matin. Pierre Frébault prend officiellement ses fonctions demain. Il est notre invité ce soir. Nous parlerons de la réforme de la PSG, bien sûr, de la dette du nucléaire ou encore de l'âge de départ à la retraite. Enfin, nous nous projetterons dans l'avenir avec le ministre des Grands Travaux. Jordi Chan veut redynamiser le centre-ville de Papeete en remplaçant d'anciens bâtiments administratifs par des structures plus modernes. Coup de tonnerre dans l'économie mondiale, le président américain déclare une véritable guerre commerciale. La Polynésie française est touchée de plein fouet. À chaque exportation vers le pays de l'oncle Sam, les entreprises s'acquitteront d'une taxe douanière de 10%. Les acteurs et les observateurs de l'économie polynésienne se préparent à une véritable récession. Ismaël Tahiata, Rohan Pautoru. C'est une carpe japonaise porte-bonheur qui va sans doute perdre de son pouvoir d'ici peu. Cette société dans le collimateur, Yann, exporte 750 tonnes de poissons frais vers les États-Unis. Face à l'annonce de Trump d'augmenter les taxes douanières, il y a de quoi grimacer. Ça aurait un impact conséquent sur nos activités puisque ça voudrait dire que le client américain, le consommateur américain va payer à minima 10% plus cher le poisson qui vient de Polynésie. Donc c'est sûr que ce n'est pas une très très bonne nouvelle, au contraire, ça va peut-être entraîner le fait que les consommateurs américains vont moins consommer du poisson polynésien parce qu'il sera plus cher. Le MEDEF, de son côté, souhaite mettre en place une cellule de crise au plus vite. Objectif, envisager des mesures pour lutter contre cette récession mondiale. Il y a des entreprises qui songeront à licencier. Donc comment accompagner effectivement les personnes qui auront perdu leur salaire pour qu'ils continuent à avoir de quoi manger sur leur table. Donc on peut imaginer une baisse d'impôts au niveau des entreprises, une baisse des charges des entreprises. Si la Polynésie ne fait pas partie de la liste des 57 pays les plus touchés par les taxes douanières réciproques, 10% en plus pour la Polynésie, c'est moins que l'Europe, 20%, et moins que la Chine, 34%. Par contre, là où indirectement nous allons être touchés, c'est qu'évidemment nous importons des produits de partout dans le monde. Et donc, ces produits vont coûter plus cher, pas seulement aux États-Unis, mais ailleurs. Et donc, forcément, évidemment, ça va amener de l'inflation en Polynésie. Trump a lancé cette guerre commerciale. La riposte est en cours. Pour le Fénois, ce sera un coup dur, surtout en termes de fréquentation touristique. 39% de nos touristes des États-Unis, ou plutôt d'Amérique du Nord, avec plus Hawaï. Donc, évidemment, ces consommateurs américains vont perdre du pouvoir d'achat et malheureusement viendront moins nombreux en Polynésie. Et comme le tourisme, c'est notre moteur économique, eh bien évidemment, cela va ralentir nos taux de croissance. Autre effet indirect, si l'inflation perdure, la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt, réduisant par la même occasion les taux d'investissement et la croissance économique en Polynésie. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte verront également leurs produits imposés à hauteur de 10% par les autorités américaines. En revanche, la Réunion verra ses produits taxés de 37% et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à hauteur de 50%. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, n'hésite pas à parler d'incohérence, d'absurdité et d'incompétence en évoquant le gouvernement américain.
Direction Mayo, à 75 km de Moorea. Grâce au fonds de transition énergétique et à la générosité d'un propriétaire terrien, la première pierre de la centrale électrique hybride a été posée. L'installation photovoltaïque et thermique remplacera les anciens groupes électrogènes et les équipements solaires vétustes et parfois hors d'usage. Je vous propose de retrouver sur place Gilles Taotou et Sandro Ly. La pose de la première pierre de cette future centrale hybride vient de se terminer. Avec nous, le directeur de l'EPIC, Temo Witorao no Moorea Mayo. Merci d'être parmi nous, Monsieur François. Alors, le programme pour cette centrale, comment ça va se dérouler? Donc le programme de cette centrale aujourd'hui, c'est le lancement officiel du projet. Les études vont se poursuivre à peu près pour 2 mois. Ensuite, on va lancer les approvisionnements donc pour la livraison à Mayo de l'ensemble des équipements vers juin, juillet. On va démarrer les travaux réellement de conception de juillet jusque décembre pour la partie village et ensuite pour le reste des phares aux alentours du premier trimestre 2026. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un amendement? Comment ça va se passer? On va fonctionner dans un premier temps à ce qu'on appelle cash power, puisque donc, tout simplement les gens pourront retirer leur ticket donc, dans une boutique et ensuite pourront être alimentés donc, le temps de consommer de l'électricité. D'ici décembre, est-ce qu'on peut s'attendre à une petite production de fourniture, en tout cas à la population? Voilà, décembre, on peut s'attendre à peu près à 70-80% du village alimenté électriquement pour ensuite alimenter les périphériques, les zones un peu plus éloignées. Merci. En tout cas, pour ce projet, un peu plus de 400 millions a été mis pour que ce projet arrive à sa finalité. Participation de la commune, de l'État également dans ce projet. Et puis une participation exceptionnelle également de la famille Atem. Le terrain pour lequel le projet va être mis en place, le directeur nous l'a dit, d'ici le mois de décembre, Mayo devrait avoir son premier courant. En tout cas, les habitants pourraient avoir de l'électricité dans leur habitation. Et merci beaucoup Gilles Taotou. À Tahiti, le père de famille qui soignait son fils épileptique avec de l'huile de cannabis comparaissait ce matin devant la cour d'appel. L'avocat général a requis 3 mois de prison avec sursis à son encontre. Le parquet général dénonce surtout la consommation du papa. Mais pour la défense, l'usage du cannabis thérapeutique est bien au cœur du dossier. David Chang. Voici, selon ses parents, à quoi ressemblaient les seules semaines d'existence sans souffrance de Ari Matatini. Peu après, les gendarmes sont intervenus chez la famille et ont détruit les plantes de paca cultivées par le père, entraînant ainsi une rechute sévère de l'adolescent atteint d'épilepsie. Monsieur, vous allez comparaître seul. Votre fils ne va pas vous servir. Ce sont les premiers mots prononcés à l'audience par la présidente de la cour d'appel, qui invite à faire sortir Ari Matatini de la salle d'audience. En effet, la seule personne poursuivie ici est le père pour avoir consommé du cannabis et non pour avoir voulu soigner son fils, martèle l'avocat général. Je comprends quand on a un enfant handicapé qu'on soit stressé, mais il y a d'autres moyens pour déstresser, comme le sport. Ne pas, prendre en considération le mal-être que mon mari puisse avoir. Ça, franchement, ça me touche. Face à eux, l'avocat à la défense, Maître Millet, avance que sans maladie, il n'y aurait pas eu de procès et fait appel à l'humanité des magistrats. L'avocat général, lui, requiert 3 mois de prison avec sursis. Pour moi, c'est inacceptable. Vous savez, aujourd'hui, un simple usager de cannabis récréatif dans la rue, il encourt une petite amende forfaitaire. Là, on vient faire planer de la prison avec sursis sur un père de famille pour avoir soigné son enfant, pour avoir cultivé ce cannabis. C'est complètement inacceptable, on se croirait 30 ans en arrière. Si ça tape sur moi et c'est mon fils qui... C'est moi ce qui me fait rire dans ce jugement, il me juge moi, mais... D'ailleurs, ils ont dit à mon fils ils ont mis mon fils dehors, parce que... alors qu'à la base, c'est pour lui que j'ai pris tous ces risques. Tu ressens quoi? Beaucoup de haine. Beaucoup de haine. Si le père n'est pas relaxé, une nouvelle fois, l'avocat de la famille a d'ores et déjà annoncé qu'il formerait un pourvoi en cassation. Bonsoir Pierre Frébault, bienvenue. Vous étiez jusqu'à ce soir délégué interministériel en charge du dialogue social et de la PSG. On vous a connu aussi comme ministre des Finances et du Travail. Vous serez donc officiellement, à partir de demain, le nouveau directeur de la Caisse de prévoyance sociale.
Un mot tout d'abord sur le cannabis thérapeutique. Les premières cultures vont bientôt débuter. Vous imaginez bientôt rembourser le CBD aux patients? Je crois que le cannabis thérapeutique doit obéir à des règles d'encadrement, notamment pour éviter les effets désastreux du cannabis. Le dispositif que le pays a voulu mettre en place, c'est justement d'accompagner, de faire en sorte que le cannabis thérapeutique devienne également un élément de soins possible. Il reste encore toutes les dispositions à prendre, et notamment c'est de la compétence de la race de fixer le cadre. Alors vous prenez les commandes de la CPS à un moment crucial, la fameuse réforme de la protection sociale généralisée. Avez-vous une vision à long terme, comme le préconisait la Chambre territoriale des comptes dans son rapport il y a 3 ans? Oui, je pense qu'on connaît les lacunes des dispositions actuelles des prestations servies par la CPS, notamment sur le problème, je dirais, de la famille, avec des dispositifs de prestations familiales distincts en fonction du régime, non pas en fonction de la situation de la famille. Je m'explique, 15 000 francs au régime de solidarité, 12 000 francs au régime de non-salarié, avec une situation de revenu, donc ensuite au régime salarié, 12 000 francs. Je crois que le premier message est de dire, bon, faisons en sorte qu'il y ait 15 000 francs jusqu'à un niveau de revenu. Donc il y a également de la souffrance chez les salariés, comme au niveau du RNS. Or, on n'en tient pas compte parce que les dispositifs sont différents. Donc il faut faire un alignement afin que tout le monde sait. Mais ce n'est pas la maladie la priorité? Je crois que tout est prioritaire, vous savez. Si l'accompagnement familial ne se fait pas, ça se traduit par une situation de malaise, et notamment au niveau de la maladie. Je vois autre chose, notamment pour les cantines scolaires. Nous avons 500 francs au régime de solidarité, 80 francs, 85 francs chez les salariés. Là aussi, il faut porter une amélioration. Bien sûr que la maladie est l'un des points forts, comme la retraite d'ailleurs. C'est les deux branches qui consomment le plus le financement. On va y revenir. Ce sera toujours finalement RGS, RNS, RSPF. On ne change pas de modèle? La volonté, c'est d'arriver donc à créer une branche unique en fonction je dirais, du sujet posé. À terme, ce serait avoir une branche maladie, mais qui couvrirait les ressortissants des actuels 3 régimes. Mais pour cela, faut-il préparer la structure à recevoir la situation des 3 régimes. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas très bien parti. Le CESEC a rejeté la réforme du régime des non-salariés. La loi passera malgré tout son voix à l'Assemblée? Oui, je crois que la première des volontés des partenaires, y compris au CESEC d'ailleurs, c'est de mettre fin à la primauté du régime des salariés. Ce qui veut dire quoi? Dès lors qu'on bénéficiait de la protection des salariés, on pouvait se permettre de faire une activité autre avec des revenus sans pour autant participer à sa propre protection au titre de cette seconde activité. C'est là le point essentiel, me semble-t-il. Le budget de la Caisse pour 2025, c'est 162 milliards de francs, quasiment le même montant que le budget du pays. Est-ce qu'on est venu à bout de ce déficit chronique de la CPS? Alors, les chiffres qui ressortent de l'année 2025, du moins la tendance, c'est que les choses s'améliorent bien. Nous avons des branches qui sont excédentaires. Alors, globalement, donc, nous avons un excédent au niveau de la situation du régime des salariés, en parlant de celui-là. Le RNS est excédentaire. En ce qui concerne le régime de solidarité, bien sûr qu'il est à l'équilibre, parce que c'est une disposition obligeant le pays à subvenir donc, aux besoins. Donc, nous avons des branches excédentaires. Nous avons, hélas, une branche toujours en difficulté, qui est celle de la maladie. Donc, il faut choisir les points de réforme par rapport à cette branche pour justement retrouver un équilibre. Et la récession qui s'annonce, ça influe sur vos décisions? On doit en tenir compte, mais je rappellerai quand même qu'on a pu sortir de la période Covid dans une situation bien plus favorable que dans les autres, je dirais, secteurs de la République. Aujourd'hui, le pays n'a pas un endettement qu'il ne peut pas tenir, et donc on a appris comment faire. C'est vrai qu'avec cette nouvelle crise qui se profile, il va falloir se reposer la question comment faire en sorte que cela ne remette pas en cause la PSG qui, je le rappelle, est le bien commun de tous les Polynésiens. Nicole Sanquer, sur notre plateau, déplorait le fait qu'on demande toujours plus aux cotisants plutôt que d'assurer plus de contrôle. Les carnets rouges ont été dans le viseur de la CPS ces dernières années, par exemple, et parallèlement, les faux patentés se multiplient. Alors comment résoudre l'équation ? Il y aura des mesures à chaque étape. Effectivement, il y aura des mesures de contrôle. Il faut donc donner les moyens de contrôle à la CPS, à la direction du travail, pour faire en sorte que lorsqu'on est patenté, c'est bien une volonté et non pas, je dirais, un parcours essayant d'éviter ça.
Le principe étant que tous ceux qui souhaitent prendre une patente doivent assurer la protection sociale. C'est cela, justement, le point d'achoppement. Alors, bien sûr qu'il y aura des textes réglementaires à faire évoluer, mais je rappelle qu'avant tout, il faut que tout le monde participe au maintien de ce bien commun. La prise en charge des maladies radio-induites devrait être remboursée par l'État. À combien vous estimez cette dette du nucléaire? Parce que le chiffre oscille entre 3,5 milliards et 100 milliards, donc c'est assez flou. Alors, je dirais que par le passé, on a connu des chiffres présentés par le conseil d'administration de la CPS, avoisinant les 100 milliards. Mais je crois qu'avant tout, c'est quelle méthode utiliser pour appréhender la situation de dépenses. Il faut qu'au niveau de l'État et du pays, notamment avec l'appui de la CPS, qui détient donc des éléments là-dessus, on se mette d'accord sur la manière d'appréhender le chiffre. À partir de là, la discussion va porter sur la manière dont l'État pourrait prendre en charge et dans le temps, donc ce qu'on appelle les conventions classiques. Mais vous n'avez pas répondu à la question sur C'est toujours difficile parce que vous savez, les choses évoluent et puis je vous rappelle que je prends mes fonctions demain matin. On va vous laisser le temps. La retraite est aujourd'hui à 62 ans avec 38 ans d'annuité. Est-ce que vous maintiendrez l'âge de la retraite? Là encore, le directeur fait une proposition, mais si l'on veut faire évoluer la retraite, c'est pour apporter une amélioration de celle-ci. Nous avons constaté que depuis la réforme de 2019, l'effet ciseau des 62 ans et 38 ans, du fait que les personnes partent à la retraite de manière anticipée sans atteindre les 62 ans, ils avaient une pénalité. Ensuite, il y avait une seconde pénalité sur la durée de cotisation. Donc, il faut y réfléchir. Mais personnellement, je pense qu'on peut encore améliorer la situation de la tranche A. Mais il y a également la tranche B qui me semble bien faible. On s'inspire toujours du modèle de l'Hexagone, mais est-ce qu'il y a des innovations, des spécificités de notre système qui sont à prendre en exemple? Oui, alors je dirais qu'on a un système de retraite complètement différent de l'ensemble de la République. Nous avons au sein même de la même institution, une tranche A et une tranche B. En France, dans l'Hexagone, il y a la retraite de base, ensuite des complémentaires qui sont à l'extérieur. Et dans les niveaux de discussion, je rappelle d'ailleurs, si la tendance en France est vers 64 ans, dans les régimes complémentaires, ils sont déjà à 67 ans. Merci beaucoup Pierre Frébault d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous prenez vos fonctions de directeur de la CPS demain. Comment redynamiser le centre-ville de Papeete? Une question dont Jordi Chan s'est emparé. Ce matin, le ministre des Grands Travaux a présenté sa stratégie. Récupérer plus de 16 000 mètres carrés de terrain, aujourd'hui occupés par d'anciens bâtiments administratifs. Il espère construire des structures plus modernes et surtout plus grandes. 5 étages en moyenne. Les détails avec Heyali Tahiyata et Dylan Fels. Sur cette carte, les 3 parcelles publiques qui feront l'objet de projets immobiliers dans les prochaines années. Actuellement occupés par d'anciens bâtiments administratifs du pays, ces terrains seront entièrement rasés pour laisser place à des immeubles à usage mixte d'au moins 5 étages chacun. On va lancer des appels à projets, le pays va lancer des appels à projets qui sont concrétisés par l'intermédiaire de baux à construire sur une durée de 99 ans, qui permettra au pays de percevoir une redevance pour l'occupation des terrains en question, tout en conservant la propriété de ces derniers. Le premier chantier concerne la place Tematahoa, située au bas de l'avenue Povan à Oopa. Ici, plus de 3700 mètres carrés permettront la construction d'un immeuble de 5 étages avec du logement, des bureaux, des commerces et des parkings. Début des travaux prévus au 2e trimestre de 2028. C'est une très bonne idée. Si on prévoit des logements en hauteur, il reste qu'on va au travail à pied, on ne prend pas sa voiture, il y a moins de circulation. Je suis mitigée parce que il y a déjà beaucoup trop de commerce ici. Du coup, toute la population se concentre au même endroit. Et il y a la circulation ensuite, quoi. On a du mal à arriver à l'heure au travail. Les 2 autres chantiers concernent l'ex-TNAD dans le quartier du Temple Paufei et le bâtiment de l'ancien gouvernement au carrefour du tribunal. Des projets qui s'intègrent parfaitement aux ambitions de la commune de Papeete. Nous avions déjà, nous, préparé dans notre proposition de rénovation du PGA, de surélever les bâtiments. Il y a beaucoup de projets, hein. Il y a beaucoup de promoteurs qui viennent nous voir, qui ont des projets de magasins, de logements, de parking. Hein. Il y a beaucoup de propositions qui nous sont faites. Maintenant, il faut harmoniser tout ça. Le coût total des travaux est estimé à 25 milliards de francs pacifiques. Le premier des 3 bâtiments devrait être terminé d'ici le 3e trimestre de 2030.
C'est parti pour la Te Aito Manihi 2025. Jusqu'à dimanche, cette course de Va'a réunit les familles et les étudiants qui rentrent de Tahiti pour l'occasion. Au programme aujourd'hui, un concours de pêche au gros, mais aussi des compétitions en Va'aho et Benjamin et minime. Demain, place aux cadets, seniors et vétérans, toujours en V1. Samedi, ce sont les V6 qui seront sur le plan d'eau. Au programme aussi du sport traditionnel. Écoutez les représentants des clubs de Teropo et de Manihi Va'a au micro de Heimata Mataoa. Le monde vient d'arriver chez nous, donc 198 Pax de Tahiti et de Rangiroa, donc c'est un honneur de les accueillir. Et ce matin, il y a déjà 66 Pax qui sont arrivés par avion, il y a des Shell, OPT et d'autres rameurs, d'autres clubs. On est venu avec différentes catégories d'enfants. On a les minimes, les cadets, ainsi que les seniors. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle cette information majeure qui touche l'économie mondiale et polynésienne. Les entreprises qui exportent des produits polynésiens aux États-Unis devront s'acquitter d'une taxe de 10%. Tout l'outre-mer est touché par ces nouveaux droits de douane, jusqu'à 50% pour Saint-Pierre et Miquelon. Le MEDEF Polynésie propose de mettre en place une cellule de crise face à la récession qui s'annonce. Au programme de votre soirée, sur la première, la série The Cleaning Lady sera suivie du magazine Latitude Outre-mer. À la une de Tahiti Info demain, rendre à la CPS ses lettres de noblesse. Pierre Frébault en citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 avril. Demain, les premières infos seront sur Polynésie, la première radio, dès 6h, avec Corinne Tehetia et Mélissa Chong. Très belle soirée sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay